Bonjour et bienvenue sur C+, la chaîne où on parle de vulgarisation scientifique. Et aujourd'hui, on a un grand sujet qui est le podcast. Vous le savez probablement, mais je viens de finir la première saison du podcast En si bon terme, que j'ai lancé donc toute l'année précédente. On a enregistré 15 épisodes. Et ça y est, ils ont tous été publiés. Et j'aimerais faire une vidéo un petit peu récapitulative de comment ça s'est passé de lancer un podcast, comment ça marche si jamais vous avez envie vous aussi de vous lancer. Et je voudrais vous présenter un petit peu mes réflexions, les raisons pour lesquelles j'ai fait des choses, certaines choses que j'aimerais ne pas refaire, etc. Peut-être aussi, je sais que ça intéresse certaines personnes, juste de voir un petit peu comment ça se passe, les coulisses de la création sur Internet aussi. Et donc ça va être une vidéo qui est probablement un petit peu longue, j'ai pris des notes, ça va être découpé en chapitres. Et si jamais il y a une section à laquelle vous voulez aller, n'hésitez pas, c'est chapitré en dessous dans la vidéo. Alors la seule vraie raison pour laquelle je voulais faire un podcast, c'est parce que j'avais envie. J'avais envie de provoquer des occasions, de rencontrer des gens qui travaillent dans le même domaine que moi et que j'ai pas tant l'occasion de rencontrer que ça dans ma vie. Parce que souvent, ce qui se passe quand on est dans des soirées de réseautage où je connais et je rencontre ces personnes-là, on discute de tout et de rien, mais on rentre jamais dans le détail de comment est-ce que cette personne fait son métier. Et donc, c'est ça qui m'intéressait, c'est de rentrer vraiment dans le détail parce que je veux savoir un petit peu comment ça se passe dans la tête des gens. Moi, je me pose plein de questions sur comment faire les choses et je suis sûre que je suis pas la seule. Donc, le podcast, c'était l'occasion parfaite, le prétexte qui permettait de créer ces conversations avec mes pairs. Et en fait, comme tout ce que j'ai toujours fait sur Internet, ça part toujours de cette envie-là, d'une envie qui est très personnelle. Syllabus, c'était d'abord une envie personnelle. C+, c'est d'abord une envie personnelle. En si bon terme, c'est d'abord une envie personnelle. Et après, j'essaie de modeler ces envies personnelles pour que ce soit intéressant aussi pour d'autres personnes. Donc, pourquoi le podcast ? C'est fait. Maintenant, on passe à l'ambition. Alors, c'est une section qui va être assez rapide à discuter parce que mon ambition, à la base, c'était aucune. Je vous l'ai dit, moi, c'était vraiment d'échanger avec mes pairs. Par contre, j'avais une ambition, un peu une contre-ambition. C'est-à-dire que je ne voulais pas que le podcast soit une façon de financer quoi que ce soit. Je ne cherchais pas à rendre le podcast profitable. Parce que j'ai l'expérience de ça sur Syllabus et je sais que la seconde où on doit avoir un podcast qui rentre dans ses frais, on n'a plus du tout la même réflexion, on va plus faire les mêmes choix. Et je voulais pas ça avec le podcast, je voulais que ça reste vraiment mon plaisir. Ça veut quand même dire qu'il y a une obligation derrière, qui est, certes, je cherche pas à le rendre rentable, mais je cherche pas non plus à ce que ce soit un gouffre financier non plus. Donc, il y a quand même une réflexion sur la minimisation des coûts liés à la création du podcast, puis on va en reparler aussi. Et au niveau de l'ambition des vues et tout ça, j'en avais vraiment pas. Vraiment, ça, c'est limite si ça m'intéresse pas. Parce que ma motivation, elle est pas là. On passe au matériel. Alors pour le matériel, on se souvient qu'on est dans un objectif de minimisation des coûts, mais un podcast, c'est audio, donc il faut un minimum de qualité audio. Il y a quelque chose que je sais dans la qualité audio, c'est que je ne sais pas traiter le son en post-production. C'est pas mon expertise. Donc, il faut que le son soit le meilleur possible au moment de l'enregistrement. Donc, je vais miser sur le plus possible avoir un bon enregistrement. Sauf que, si vous regardez tous les podcasts aujourd'hui qui sont publiés, ils ont tous le même micro qui ressemble à celui-là. C'est le Shure SM7B, quelque chose comme ça. En tout cas, vous le retrouverez si jamais ça vous intéresse. Sauf que ce micro-là, de mémoire, il est autour de 500-600 $ canadiens. Donc 300-400 euros. Trop cher. Surtout qu'il faut 2 micros. Donc on monte tout de suite à un budget de plus de 1000 $. Non. Donc, j'ai fait autre chose. J'ai commencé à regarder des reviews et je suis tombée notamment sur une vidéo de vidéo DSLR shooter que je vous mettrai en description si jamais vous voulez aller la voir. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une petite astuce que j'ai trouvée très ingénieuse. C'est-à-dire qu'il est allé prendre un micro, celui-ci, c'est le SM58, qui est de Shure aussi, et qui est exactement le même hardware, donc le même matériau, la même chose à l'intérieur, que le micro SM7B qui coûte 500 $. C'est le même, sauf que la boîte, l'encastrement, est pas du tout le même, parce que ça ressemble pas à ça. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, on va garder le même hardware et on va fabriquer le reste du micro en impression 3D. Donc, c'est ce que j'ai fait, parce qu'il a mis ses modèles 3D à disposition, je suis allée les récupérer, et j'ai imprimé en 3D
la partie en bas. On a aussi une petite cage. Tchouk. Et après, il n'y a plus qu'à acheter la petite bonnette. Donc le micro, j'enlève son petit machin là qui ne nous sert à rien. Pouf. Je le mets dans son case. Je rajoute mon grillage. Il se trouve que là, je viens de casser le grillage. Mais c'est pas grave, je peux le réimprimer. Donc là, je vais faire comme s'il n'était pas cassé. Non, celui-là, il n'est pas cassé. Donc je rajoute mon grillage, je rajoute ma bonnette, et voilà. On a un micro qui a, en théorie, une valeur de plus de 500-600$, mais qui a coûté 139$. Le micro tout seul coûte 139$ canadiens, plus taxes. Vous ferez le calcul. Donc une grosse économie. Et au niveau de la qualité du son, vous allez me dire, ouais, ça change probablement quelque chose. Ça change probablement quelque chose. Je vous avoue qu'à mon oreille, je n'entends pas la différence. Parce que dans sa vidéo de comparaison, il a fait le test avec le vrai micro et avec celui-là, et le case qu'il a fabriqué autour. Et moi, dans mes oreilles, j'ai mis un casque, j'ai bien fait attention. La différence de qualité sonore ne m'a pas suffisamment marqué pour que ça justifie de dépenser un 500$ de plus. Donc, 2 micros pour 139$ chacun, puis la petite bonnette est à 15$, donc une très 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 grosse économie. Ensuite, c'est pas mal le seul matériel que j'ai acheté pour le podcast, parce que évidemment là je suis très privilégiée dans cette section-là, qui est que j'ai déjà du matériel. Donc j'ai utilisé, et j'utilise en ce moment même, le Zoom H4n, qui est un vieux Zoom. Je peux mettre mon micro ici, donc il y a la possibilité de mettre jusqu'à 2 micros. Si on veut plus de micros, il faut changer de matériel. En toute franchise, le Zoom H4n, donc là, celui-là, il est un peu vieux. Je l'aime pas particulièrement, je le trouve pas très user-friendly. Il fait le travail. Et c'est pas mal tout pour le son. Vous l'avez vu dans le podcast, moi je fais tenir le micro aux personnes. À la base, j'avais ces petits stands-là. La raison pour laquelle j'ai abandonné le fait d'utiliser les stands, c'est parce que ça oblige d'avoir une table. Et la table, ça rajoute un certain formalisme dans l'entrevue, qui fait que, je sais pas, ça me dérangeait. J'avais pas envie d'avoir ce formalisme, j'avais vraiment envie d'avoir une conversation à bâton rompu où on oublie le plus possible le fait qu'il y a une caméra, le fait qu'il y a des micros, etc. Et le fait qu'il y ait une table, ça rajoute du sérieux. Et donc je voulais pas de table. Mais d'un autre côté, du coup, ça fait tenir le micro aux gens et ils doivent être sans arrêt hyper conscients qu'il faut tenir le micro proche de la bouche. Donc, est-ce que j'ai gagné au change ? Je suis pas sûre, mais c'était ça ma réflexion en tout cas. Toujours niveau matériel, j'ai choisi d'avoir de l'image, j'ai choisi d'avoir une caméra. Donc là, je le compte pas dans mes frais de budget parce que c'est la caméra que j'avais déjà pour tourner toutes mes vidéos. Donc, a priori, pas de coût supplémentaire, mais c'est sûr que si on veut rajouter une caméra, je suis pas sûre que j'achèterais celle-là de base. Donc là, j'ai une Sony A7 IV. C'est très 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 cher. Mais c'est un podcast, donc un podcast, ce qui importe surtout, c'est la qualité audio, pas tant la qualité vidéo. Si je devais recommencer et que j'avais un budget juste, mettons, de 500$, j'irais juste à acheter des micros, puis je tournerais, si je voulais vraiment la vidéo, avec la webcam de mon ordinateur, quoi. Limite. C'est pas terrible, on s'entend, mais si je veux absolument l'image, je focaliserai quand même sur la qualité audio avant de focaliser sur la qualité vidéo. Ça nous amène à la question un petit peu de c'est un podcast mais tu le filmes, pourquoi le filmer ? On arrive au choix de réalisation. Alors, mon choix de réalisation, ça a été d'aller vers de la vidéo en plus de l'audio. Pourquoi ? Déjà, première chose, c'est que toute mon audience, elle est sur YouTube. Donc, c'est très difficile d'amener les gens vers mon podcast sans faire des activités de promotion. Et il n'y a pas grand-chose au monde que j'aime moins faire que du marketing et de la promotion. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus facile de mettre le contenu directement sur YouTube et que ce contenu, finalement, parle de lui-même sur la qualité, le marketing, la promotion et tout ça. Très mauvaise stratégie, mais... c'est celle qui me réclame le moins de temps, qui me réclame le moins d'énergie. On se souvient, mon objectif à moi, c'est de minimiser les coûts, de minimiser le temps que ça prend. Pour ça, j'ai pas envie de faire de la com autour, quoi. Et comme toute mon audience est déjà sur YouTube, ce serait dommage de perdre, entre guillemets, ou en tout cas de pas capitaliser sur cette audience qui existe déjà. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que, vous le voyez, il y a beaucoup de podcasts aujourd'hui qui sont aussi enregistrés en vidéo. Et je pense qu'il y a un effet de mode, évidemment, qui justifie pourquoi est-ce que tout le monde est sur vidéo. Mais il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, un podcast, c'est encore assez difficile à faire connaître. Les algorithmes de recommandation, ils ne sont pas aussi puissants qu'un algorithme de recommandation de YouTube, par exemple. Donc, il y a cet intérêt-là pour gagner une première audience. Je pense que c'est plus facile de commencer par la vidéo que d'aller sur de l'audio uniquement. Je peux me tromper, hein. Mais il y a quand même un intérêt à n'avoir que de l'audio. Et cet intérêt, c'est que ça change la relation qu'on a avec la personne. Parce que quand il n'y a pas de caméra, c'est beaucoup moins stressant. Là, quand je tourne avec les gens, quand on est ici dans le studio,
là, juste là, il y a un énorme écran qui envoie le retour de l'image pour que moi, je vérifie que ça enregistre bien. Mais du coup, la personne est assez consciente qu'elle est en train d'être filmée parce qu'elle voit qu'il y a 2 caméras qui pointent sur elle. Donc forcément, on a cette conscience-là qui peut amener un petit stress. Quand on n'est que en audio, on a probablement une interview qui change, qui est probablement un petit peu plus intimiste que si on était que en vidéo, ou que s'il y avait la vidéo. Cela dit, moi dans le podcast que j'essaie de faire, on n'est pas dans une relation intimiste, on est dans une relation où les gens expliquent leur travail, donc je pense que c'est moins important, moins primordial d'enlever les caméras. Donc ça, c'est pour les choix de réalisation au niveau de la vidéo. Il y a un autre choix de réalisation que j'ai fait, qui est de dire je vais faire uniquement du présentiel. Je ne fais pas d'entrevue en visio. Pourquoi ? Déjà, la première raison, c'est qu'on se rappelle, mon ambition, c'était d'échanger avec les gens. Et cet échange avec les gens, quand on est en visio, c'est pas la même chose que quand on est en présentiel. Vous le savez, je vous apprends rien. Comme je veux avoir cette relation avec la personne, la visio fait pas trop de sens. Et d'ailleurs, je suis très contente d'avoir fait ça parce qu'il y a des personnes que j'ai rencontrées, par exemple Julien Bobroff, qui était l'épisode 2, 3, quelque chose comme ça. On se rencontrait pour la première fois pour le podcast. Mais résultat, on est resté parler pendant 4 heures autour du podcast. Et c'est arrivé comme ça avec beaucoup de personnes, où finalement, on crée des liens, ce qui est quelque chose qui m'intéressait aussi, qui sont vraiment différents parce qu'on est en présentiel et non pas uniquement en visio. Et il y a aussi une autre raison qui est technique, qui est que la qualité audio, quand on passe en visio, je la crains beaucoup, parce que les personnes que je vais interviewer, c'est pas des personnes qui sont forcément bien équipées avec un micro. Il y a beaucoup des personnes que j'ai interviewées, si je les avais eues en visio, elles auraient eu le petit micro de leur webcam ou de leurs écouteurs. Et donc là, on perd énormément en qualité audio. Et la perte de qualité audio, pour un podcast, c'est vraiment un problème. Ces 2 choses-là ont fait que j'ai voulu faire que du présentiel. Je pense que c'est une décision sur laquelle il va falloir que je revienne pour une éventuelle prochaine saison, parce que je ne vais pas pouvoir me déplacer à chaque fois pour rencontrer les gens, et aussi pour avoir l'occasion de rencontrer des gens que je ne rencontrerai jamais, si jamais je ne le fais pas en visio. Il va falloir que je m'assouplisse là-dessus, je pense. Alors le montage, c'est clairement et de très loin le premier poste de dépense pour ce podcast-là. Je vous l'ai dit, mon ambition, voilà, il faut que ça coûte pas beaucoup, mais par contre, ça ne peut pas me prendre plus de temps. Le temps est un critère extrêmement important pour moi, donc je le sous-traite, et c'est ma sœur, Marianne, que vous avez déjà vue sur cette chaîne, qui s'occupe de faire le montage. Donc ce qui se passe, c'est que quand j'ai les rushs, quand j'ai fini d'enregistrer, je lui envoie ça par internet, parce qu'elle est dans un autre pays. Elle fait le montage, elle me renvoie la version montée, j'écoute tout le podcast. En fonction de ce qui est dit dans le podcast, j'écris mon introduction et mon outro, la fin, enfin en tout cas la sortie de la vidéo. Je vais réenregistrer l'introduction et la sortie. Donc l'introduction, c'est là où je dis de quoi on va parler dans le podcast, qui est la personne que j'interviewe, etc., etc. Et je lui renvoie ça et elle fait le montage final. Elle, ce qu'elle fait au niveau du montage, c'est qu'elle va gérer les 2 caméras, parce qu'il y a 2 caméras qui enregistrent en permanence. Et elle va alterner de l'un à l'autre en fonction de la pertinence. Et elle va aussi enlever éventuellement des moments de flou, des moments où ça traîne un petit peu, où il y a une question qui ne marche pas, ou alors un moment où une personne me dit non, je ne veux pas répondre à cette question, parce que je laisse toujours la porte ouverte à ne pas inclure certaines questions, si jamais il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise avec quelque chose. Donc, et puis elle essaie vraiment de fluidifier l'entrevue. Globalement, elle fait assez peu de coupes dans le contenu. Elle garde vraiment toute la trame sans trop la toucher. On passe à la publication. Alors la publication pour la version audio, je passe par Acast, qui m'a été conseillé par Fabflow, qui est une façon de publier d'un coup sur toutes les plateformes de podcast. Donc il y a un petit peu de setup à faire, il faut prendre quelques jours pour faire valider tous les comptes partout, mais après quand on met un fichier audio directement, ça va envoyer à absolument toutes les plateformes de podcast et on n'a pas besoin de le faire sur chacun. J'utilise la version gratuite, me semble-t-il. J'ai pas activé les publicités sur ce podcast-là, et sur YouTube, on met en ligne sur YouTube. Puis quand je dis on met en ligne, c'est pas moi, c'est Marianne qui s'en occupe aussi. Elle fait aussi toute la publication, donc c'est elle qui va mettre le titre, la description, les liens vers le travail que les personnes font sans même que je lui dise quoi que ce soit. C'est elle qui programme la publication, qui met la miniature, etc., etc. Donc elle fait vraiment tout l'aspect publication qui a l'air de rien comme ça, mais qui est long. C'est quand même très long de faire ça. Au niveau de la miniature, ça c'est quelque chose que j'ai toujours pas délégué, que ce soit pour aucune de mes chaînes. C'est toujours moi qui l'a fait. Par contre, je travaille avec une miniature, on en reparlera sur l'aspect design juste après, qui a été faite de façon à ce que je puisse juste changer la personne. Donc ça me prend 5-10 minutes de faire la miniature, c'est vraiment pas très
pas très conséquent. Alors on faisait quelque chose en publication que vous avez peut-être vu au début du podcast qu'on a abandonné avec le temps, c'est qu'on faisait des formats courts. C'est-à-dire qu'on avait des vidéos, si possible, qui rentraient dans un format short, mais je pense qu'on n'a jamais réussi. En tout cas, des vidéos courtes, comme pour appâter et donner envie de regarder la vidéo entière. On a arrêté au bout de quelques épisodes. La raison principale, encore une fois, c'est que j'essayais de minimiser mon temps. Et choisir les extraits, c'est difficile parce qu'il faut que l'extrait se tienne. Il faut qu'on n'ait pas besoin du contexte qui est autour. Et ça, c'est dur. Il faut faire une miniature spécialisée qui est un peu plus accrocheuse et il faut un titre qui soit bon. Et le titre, je m'arrache les cheveux à chaque fois. Et donc les 3 cumulés, ça demandait un temps de travail supplémentaire de, je sais pas, peut-être 1 heure ou 2, mais ce 1 heure ou 2, c'était trop pour moi. Donc on a arrêté. Cela dit, je pense que c'est une mauvaise idée d'avoir arrêté. Je pense que c'est une bonne chose que d'avoir des extraits du podcast qui est un petit peu plus long. Je vous donne l'exemple, il y a une chaîne que je suis qui s'appelle Storytank, et les personnes qu'ils invitent, je les connais pas, donc je sais pas si ça va être intéressant pour moi ce podcast-là, mais il se trouve qu'ils font des extraits qui sont assez courts, et juste le titre de l'extrait, ça me donne comme un chapitrage de ce dont va parler le podcast sans que j'ai à ouvrir le podcast. Finalement, ça me donne envie d'écouter la personne pendant 40-45 minutes, alors que j'aurais pas cliqué avant, mais juste parce que j'ai vu l'existence des extraits. Et donc, cette façon-là dont moi je fonctionne, j'imagine que je dois pas être la seule, je pense que c'est quand même intéressant de l'avoir, mais il faut vraiment le faire. C'est quand même un vrai investissement de temps que d'aller faire ces extraits-là. On passe à l'organisation. Ça va être assez rapide. L'organisation est somme toute assez simple. Comme j'avais cette volonté d'être absolument présentiel, ça implique que si je suis en France, je vais enregistrer plein de podcasts avec plein de gens pendant les moments où je suis en France. Et au Québec, vu que c'est ici que j'habite, là je vais y aller au compte-gouttes en fonction des gens que je croise et des disponibilités. Mine de rien, c'est plus intéressant de batcher les gens. Donc c'est plus facile pour moi d'aller en France et de dire ok, pendant 3 jours j'enregistre 6 podcasts. En termes de production, c'est beaucoup plus facile qu'au Québec de dire ah oui, quand est-ce que tu es disponible, et puis on se voit jeudi dans 2 semaines, de telle heure à telle heure. Où je réinstalle toutes les affaires du podcast, etc., etc. Donc en termes de production, c'est plus facile de faire un gros chunk d'un coup. Mais c'est pas ça que j'essaie d'optimiser de toute façon, mais c'est sûr que c'est plus facile comme ça. Ça a été rapide. On passe à l'interview. Alors, la façon dont je mène les interviews, finalement, c'est assez facile pour moi parce qu'en général, je suis déjà au courant du travail de la personne. Donc, ça veut dire que j'ai déjà une idée de pourquoi est-ce que je l'invite et pourquoi ça m'intéresse de lui parler. Alors, je prépare une liste de questions en amont, je prépare toujours mes entrevues et j'essaie de me dire c'est quoi qui, dans son travail, est un peu singulier, un peu différent de ce que je connais et qui, finalement... m'apporterait quelque chose, parce que je me dis que si ça m'apporte quelque chose, ça va apporter quelque chose aux autres aussi. C'est un petit peu la réflexion derrière. Ensuite, au moment où on arrive, avant même que j'allume les caméras, je précise qu'on peut couper des choses au montage s'il y a une formulation qu'une personne regrette ou s'il y a une question qui la met mal à l'aise ou s'il y a quoi que ce soit. On peut couper, il n'y a aucun problème. Je ferai pas j'empêcherai pas de couper quoi que ce soit. On peut même supprimer tout l'épisode. C'est arrivé une fois. Si jamais ça marche pas. Donc ça, c'est pour vraiment rassurer la personne, abaisser son stress et lui permettre de parler un petit peu plus en confiance. Ça dépend des gens, mais il y a des personnes qui demandent à revoir le podcast avant qu'il soit publié, donc là je le renvoie. Puis il y a des gens qui sont très à l'aise avec ça et qui ne demandent pas à le revoir. Et donc mais ça, je veux vraiment laisser la porte ouverte au fait que les gens soient à l'aise et contents en fait, d'avoir participé à ce podcast. Il y a aussi quelque chose que je fais dans les interviews qui est que je ne prévois pas quand est-ce que le podcast commence. C'est-à-dire que je lance les caméras, je lance l'enregistrement du micro et je dis à la personne, le podcast, il va commencer à un moment où ce sera pertinent. Donc là, je vais te poser des questions, mais ça se trouve, ce ne sera pas du tout inclus dans le podcast et on va peut-être commencer un petit peu plus tard. La raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que certaines personnes, c'est pas le cas de tout le monde, ont besoin d'un temps de chauffe. C'est-à-dire que quand elles vont répondre à la première question, finalement, elles sont encore en train de se mettre dans l'idée qu'il faut répondre à des questions et leurs réponses vont pas être aussi bien construites que si j'avais posé exactement la même question, mais dans 10 minutes. Et donc, c'est pour ça que je ne dis pas quand le podcast commence, parce que finalement, il est tout le temps commencé, mais tu sais pas quand. Donc, le temps de chauffe dure le temps qui est nécessaire et après, on entre dans le cœur du sujet. Il se trouve que pour la plupart des personnes, ça commence au moment où je commence à enregistrer finalement.
Et on n'a pas besoin de ce temps de chauffe-là, ça dépend vraiment des gens. Ça veut aussi dire qu'il n'y a pas le fameux bonjour, est-ce que tu peux te présenter, etc., etc., qui est vraiment extrêmement volontaire de ma part, parce que c'est quelque chose que je n'aime pas dans les podcasts. Parce que je trouve que la plupart des podcasts mettent une éternité à commencer. Et je préfère largement avoir une introduction avec la personne qui me présente en 3 mots qui est la personne avec qui on va parler, puis ça va être quoi le contenu, que d'avoir la personne qui se présente elle-même. Souvent, les gens sont très mauvais à se présenter eux-mêmes. Moi, quand vous me demandez de me présenter, je le fais très mal. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas le présentez-vous, il n'y a pas le etc. Parce que ça m'agace personnellement. Mais je sais que cet avis n'est pas partagé par tout le monde. Donc peut-être qu'il faudrait que je revienne dessus, mais je veux bien votre avis. Est-ce que ça vous gêne que ça commence de façon aussi nette finalement? Ensuite, pour le déroulé de l'entrevue, je vais vraiment essayer d'être le plus présente possible, un petit peu comme Mathieu Dugal dans le dernier épisode en parlait, parce que je préfère rebondir sur ce qu'elle est en train de me dire plutôt que de passer ma liste de questions de façon très scolaire. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'approfondir ce qu'une personne est en train de dire, qui souvent lui tient à cœur, plutôt que moi de l'amener vers mes questions à moi, qui étaient peut-être un petit peu trop robotiques. Donc des fois, je vais écouter ce qu'elle dit, puis je vais voir que on s'en va un petit peu vers un thème que j'avais prévu, donc je lui demande d'approfondir, puis on arrive à mon thème, et donc on va passer de question en question, peut-être pas dans l'ordre que j'avais prévu, mais il y a un bon 80-90% de mes questions en général qui passent dans l'entrevue. Il y en a beaucoup qui s'ajoutent, mais c'est assez souple. Je veux surtout pas que ce soit quelque chose de très scolaire, et aussi pour garder cet aspect un petit peu naturel d'une conversation à bâton rompu sur le travail de cette personne. Donc l'idée, c'est vraiment d'être à l'écoute de la personne et d'être vraiment véritablement intéressé par ce que la personne dit. Ce qui est assez facile parce que je suis véritablement intéressé par ce que la personne dit, donc facile. On passe au visuel. Alors des visuels dans un podcast, il n'y en a pas 36, on est d'accord. C'est simplement l'image de couverture et les miniatures. Donc là, j'ai fait appel à un graphiste parce que j'ai essayé de faire la miniature moi-même. Faut reconnaître où est-ce qu'on n'a pas de talent, quoi, des fois. Et donc là, j'ai fait appel à un graphiste et puis c'était 1000 fois mieux. Il m'a même fait un fichier modifiable Photoshop pour faire mes miniatures où j'ai juste à changer la tête de la personne et à changer le nom. Et puis c'est fait en 10 minutes. Il y a quand même un réel intérêt à passer par des professionnels dont c'est le métier. Et ça coûte pas si cher que ça. Surtout quand on regarde le prix du montage ou le prix du matériel. C'était vraiment pas le coût principal, donc ça valait vraiment la peine. Je vous mets son contact, il s'appelle Julien. Je vous mets son contact dans la description si jamais ça vous intéresse de faire appel à un graphiste. Résultat. C'est drôle, j'ai prévu une section résultats dans ce feedback-là que je suis en train de vous faire, et je ne suis pas allée regarder le nombre de vues. C'est-à-dire que pour moi, le résultat n'était pas dans le nombre de vues, mais je viens de me rendre compte que c'était peut-être une donnée qui était pertinente. En fait, le résultat pour moi, celui qui m'intéresse le plus, c'est le résultat qualitatif, c'est-à-dire le retour des gens que j'ai sur le podcast. Et j'ai des très bons retours. Les gens de la communauté apprécient vraiment. J'ai aussi des personnes qui ne font pas partie de la communauté des vulgarisateurs et vulgarisatrices qui aussi me disent qu'ils apprécient parce qu'ils voient un petit peu les coulisses. Donc pour moi, ce résultat-là, c'est le résultat qui a le plus de valeur et que j'apprécie que ça fonctionne dans ce sens-là. Ce que j'ai pu constater au niveau des vues, par contre, qui m'attriste un petit peu mais qui est assez logique, c'est que les personnes qui sont connues que j'interviewe, qui ont déjà une présence en ligne, clairement, ça amène beaucoup plus de vues que les personnes qui sont beaucoup moins connues. Et c'est là que je trouve que c'est super important pour moi d'avoir fait le choix de ne pas rendre ce podcast rentable, en tout cas que ce ne soit pas l'objectif. Parce que si jamais j'avais cet objectif de rentabilité, ça ferait en sorte que je n'irais pas interviewer vers ces personnes qui sont un petit peu de l'ombre, qui n'ont pas l'habitude d'être face aux médias, face aux réseaux sociaux, et qui pourtant vulgarisent tous les jours. Je trouve que la grande richesse du podcast et puis de la vulgarisation, c'est justement d'avoir cette pluralité de personnes qui travaillent dans le milieu. Parce que si j'interviewais que des youtubeurs, que des gens comme moi, je pense qu'on tournerait assez vite en rond et ça deviendrait très vite des interviews de personnalité sur vraiment la personne. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est le métier qui est derrière. Et donc, d'arriver à parler à des gens qui n'ont pas l'habitude de parler à des médias, je trouve ça beaucoup plus riche parce qu'on a un retour qui est vraiment différent. On arrive à la fin, le budget. Donc pour le budget total, je vous ai déjà parlé du prix du matériel, à ça il faut ajouter le prix du graphisme et le prix du montage et de la publication qui est de très loin le plus gros poste de dépense, mais qui,
je pense, si vous faites faire des prestations extérieures, pourrait être réduit de façon assez importante. Moi, je paye d'une façon un petit peu plus importante parce qu'en réalité, il y a beaucoup de choses que je fais faire à Marianne qui sont difficilement facturable, difficilement comptabilisable, parce que mine de rien, elle a aussi la casquette de chef de projet, elle est quasiment collaboratrice sur le projet, en plus d'être simplement monteuse et personne qui met en ligne. Donc il y a un aspect réflexion aussi derrière, et donc tout ça, comme ça, c'est difficile à comptabiliser, j'ai décidé de la payer plus que ce que je paierais normalement un prestataire externe qui ferait juste le travail. Mais son implication fait que je la paye probablement beaucoup plus que ce que j'aurais à payer un prestataire externe. Donc au total, on arrive tout cumulé à 4 794 $ canadiens, donc 3 325 €. Cela dit, il y a quand même eu des gains qui sont liés au podcast. Parce que même si j'ai pas activé la publicité sur les plateformes audio, j'ai quand même activé la monétisation sur YouTube. Parce qu'il y a une partie de moi qui pense que s'il n'y a pas la monétisation, la vidéo ne sera pas recommandée. Je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais bref, du coup, c'est activé. Ça m'a permis de gagner 472 $ canadiens, donc en un an, et soit 327 €. Ce qui nous amène, si on fait la balance des coûts versus des recettes, ça nous amène à une perte de 4 322 $ canadiens, soit quasiment 3 000 € de perte. C'est des pertes que j'avais prévues au moment de créer le podcast, donc aucune surprise pour moi. Puis mon but, c'est pas du tout de vous dire « Hey, faut financer le podcast ». Vraiment pas. Je vous donne le retour. Pour moi, c'était une perte prévue, donc pas de surprise, qui est prise en charge par l'entreprise qui s'occupe de Syllabus, de C+, de mes formations, etc. etc. Et moi, je le vois comme le coût de ma formation continue. C'est-à-dire que la possibilité d'avoir ces échanges, c'est tellement riche que ça fait de moi, je pense, une meilleure vulgarisatrice, ou en tout cas une personne qui est mieux à même de comprendre c'est quoi les enjeux de la vulgarisation. Et comme je donne beaucoup de formations, probablement que mes formations sont de meilleure qualité parce que j'ai ces échanges que si je ne les avais pas. Donc, je considère que c'est un gain et non pas une perte, en tout cas à l'échelle personnelle, puis c'était ça mon objectif de base. Donc finalement, on s'en sort pas si mal. Mais c'est sûr que la seconde où l'entreprise commence à aller un petit peu moins bien, la première chose qui va sauter, c'est le podcast, c'est sûr. Mais pour l'instant, je le vois comme le coût de ma formation continue. Et dans ce coût-là, évidemment, je ne prends pas en compte mon temps, ni le matériel que j'ai déjà parce que j'ai un studio vidéo. Donc c'est vraiment juste le matériel audio qui est considéré. C'est sûr que dès qu'on ajoute le studio, les caméras et mon temps, là, ça monte beaucoup plus, quoi. J'ai pas fait le calcul, mais... J'ai pas fait le calcul déjà parce que si je devais commencer à zéro, j'aurais pas ce studio et j'aurais pas ce type de caméra-là. Mais c'est plus la même chose, tout d'un coup. Voilà, c'était mon retour d'expérience sur un si bon terme. Je sais pas trop ce que je vais changer encore pour la prochaine saison. Je suis vraiment ouverte aux suggestions. Dites-moi ce qui a marché pour vous, ce qui a pas marché pour vous. Vous voyez, j'essaie quand même si je veux que ça me prenne le moins de temps possible, j'essaie quand même de faire les choses au mieux pour que ce soit intéressant pour vous tout de même. Et je pense qu'il faut que je ramène surtout les formats un petit peu plus courts pour donner envie d'aller écouter le podcast en entier, particulièrement quand les personnes ne sont pas connues. Et il y a peut-être un travail à faire au niveau de la miniature aussi, parce que la miniature, finalement, je choisis une miniature où je peux juste mettre la tête des gens et puis en 10 minutes, c'est réglé. Mais probablement que si j'avais une miniature un petit peu plus aguicheuse, qui n'utilise pas forcément la tête des gens quand les gens ne sont pas connus, probablement que ça aiderait à faire connaître le podcast. Mais là encore, est-ce que c'est vraiment mon objectif ? Oui puis non. Même si je dis que c'est pas mon objectif de faire des vues, il y a quelque chose d'aberrant à produire du contenu de qualité et à ne pas le promouvoir. Parce que si c'est pas promu, c'est pas vu. Et donc pourquoi est-ce qu'on le fait déjà à la base ? Donc il y a cette incohérence-là qui m'habite, je le sais. Et puis avec laquelle on vit, quoi, avec le temps qu'on a. Si jamais vous lancez votre propre podcast, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou à faire la promotion de votre podcast aussi en commentaire. Ne mettez pas de lien parce que ça envoie un spam tout de suite. Mettez plutôt le nom de votre podcast, comme ça les gens pourront les chercher. Mais voilà, puis je vous souhaite bonne chance et n'hésitez pas à me faire des retours sur un si bon terme. Moi, ma vie, c'est d'essayer de m'améliorer, donc je suis vraiment à l'écoute de toutes les remarques, qu'elles soient positives ou négatives. Et sinon, je vous dis à la prochaine. Bye.